Bonsoir, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez super bien. Alors, ravi pour nous de vous retrouver chez vous dans votre salon. Ce soir, on a la merveilleuse surprise et en même temps opportunité d'accueillir une nouvelle invitée, une femme extraordinaire qui œuvre pour une cause extraordinaire également. Ah oui. Bonsoir Karine. Salut, ça va? Ça va? Moi j'ai la très bouche bien. pleine, je suis désolée, je suis en train de manger parce que Bon t'as pas ce appétit. pays est trop en Peut-être. forme, franchement. Ouais, bah, peut-être que aussi ils sont en mode apéro chez eux. Oui, vous êtes en bah oui, 18h30. Bah oui, Non, quand ouais. même. Bah c'est le moment de manger, d'ailleurs je mange. Comment tu vas Denise? Ça va très bien, merci Karine. Bonsoir Et toi-même, Denise. bonsoir Lucie. Merci d'avoir accepté notre invitation et quel plaisir pour nous de te recevoir sur le plateau. Merci à vous, merci de me permettre d'être là et de partager avec le public concernant cette notion de handicap invisible. Bah oui, alors tu vas tout nous dire et surtout bah ton engagement mais surtout ton parcours. Alors, mon parcours, je suis toujours éducatrice de jeunes enfants. J'étais responsable d'une structure d'accueil de la petite enfance durant 17 ans. Je dis toujours, quand on est sur un poste de responsabilité, forcément, il y a beaucoup de travail. Il faut s'adapter, gérer une équipe, gérer les familles, gérer le public qu'on accueille. Mais ce à quoi j'étais pas préparée, c'était le harcèlement professionnel. Oh. Donc j'étais victime et c'est vrai que j'ai tenu face, j'ai essayé avec des périodes d'arrêt maladie, mais la situation s'est empirée de fil en aiguille. D'accord. Concrètement, c'est quoi Ouais. le harcèlement? Le harcèlement, c'est des injures, des insultes devant les autres. De la hiérarchie? Pas de la hiérarchie, justement, puisque moi j'étais la responsable donc de mes collègues à qui, par exemple, je donnais un ordre. Malheureusement, c'est bien, on travaille en équipe, on est bien obligé de se répartir un petit peu les tâches. Oui. Et là, ça va être l'insulte parce que... Finalement, l'harcèlement ne vient pas uniquement du haut alors. Exactement. Il y a eu aussi le souci, étant dans le milieu de la petite enfance, des pratiques éducatives que je tolérais pas. Je tolérais pas, par exemple, qu'on dise à un enfant va chialer là-bas, tu me casses les oreilles. Donc, l'entendre dire par une professionnelle, je ne pouvais pas. Et il n'était pas possible de faire de retour à cette personne-là, puisque c'était sa manière de faire. Elle venait de métropole, elle travaillait comme ça. Et c'était pas à moi, responsable de structure, de lui dire comment il fallait travailler. D'accord, donc alors on va respirer un petit peu, d'accord, parce que moi je suis encore à l'apéro, je suis en train de digérer là et on parle de choses très sérieuses. On parle aujourd'hui de personnes qui soi-disant ont fait des études, Exactement, Voilà. des personnes diplômées. voilà, et à qui on confie nos enfants. Exactement. D'accord. Et là, aujourd'hui, en fait, on a quelqu'un qui est en poste depuis 17 ans, qui n'est pas d'accord avec cette maltraitance. Et c'est toi qui, aujourd'hui, pars en burn-out. Tout à fait, je pars en burn-out et ça va de pire en pire et jusqu'au ce que le médecin du travail et le médecin de la Sécu me propose la seule solution, c'est le licenciement pour inaptitude professionnelle. Et là, ça devient encore plus dur parce que non seulement j'allais mal, j'étais en dépression, alors là, dépression légère, chronique, sévère, j'ai tout exploité. Et non seulement, on me dit, il vous reste la seule solution, la porte est ouverte, vous êtes licencié. Et pour inaptitude, me voilà donc inapte professionnellement après 17 ans de service, alors que je subissais le harcèlement et que je voulais dénoncer certaines pratiques institutionnelles. Que tu dérangeais alors? Exactement. Comment tu l'as vécu? Très, très, très mal. Très, très mal. J'imagine. Ok. Pas eu de soutien de parents ou pas eu de soutien de syndicats ou d'associations? Il y a une devise aussi qui dit que l'union fait la force. Et c'est Oui. vrai que là, j'avais une équipe contre moi, voire même certaines professionnelles qui n'étaient pas forcément contre moi, mais qui ne disaient rien. Donc j'avais aussi cette peur finalement que tout se retourne contre moi. Je n'avais pas de preuve qu'il y avait ces dysfonctionnements au sein de la structure. D'accord. Ok. Et je ne pouvais rien dire, puisqu'en tant que responsable de la structure, je tu suis quand même portais tenue au secret professionnel. Donc D'accord. voilà. Très bien. Et finalement, comment tu as fait pour... Ça fait combien de temps, cette expérience que tu as vécue? Cette expérience-là remonte pas l'année dernière, à l'année d'avant, puisque l'année dernière, c'était vraiment la période, mon année noire, si on peut dire, puisque suite à ça, je suis tombée très, très, très malade, suite à la dépression. On m'a hospitalisée sous contrainte, là, mes parents m'ont hospitalisée, puisque je répétais en boucle, je m'en souviens, ça sert à quoi? Ça va servir à quoi? Donc, je m'alimentais plus, puisque pour moi, ça ne servait plus à rien. Je n'allais pas retrouver un poste de travail si je m'alimentais.
Et suite à cette hospitalisation, suite à divers traitements et des observations, notamment en psychiatrie, ils ont détecté que j'étais bipolaire. Donc là, le diagnostic tombe, ce qui me rassure, puisqu'il fallait pour moi, en tout cas, mettre un nom sur la pathologie. Oui. Et j'apprends là que finalement, la maladie était là, hein, elle sommeillait en moi. Mais s'il n'y avait pas eu ce traumatisme dans le cadre professionnel, s'il n'y avait pas eu ce harcèlement professionnel, je n'aurais pas développé la maladie. Oui, ça a été le déclic. Tu peux nous Voilà. expliquer ce que c'est la bipolarité? Alors, la bipolarité, c'est vrai que c'est pas facile à l'expliquer puisque chaque bipolaire a ses propres symptômes et on est tous différents et c'est pour ça que c'est difficile aussi à diagnostiquer. On a toujours tendance à parler de troubles de l'humeur mais c'est pas le trouble de l'humeur qui n'est pas pathologique puisque là, lorsque ça va mal, on est vraiment au fond du gouffre. Mais je dirais que là, c'est un épuisement moral. On n'a plus envie de rien faire. Le moindre geste de la vie quotidienne est un épuisement. J'aime bien prendre l'exemple que j'ai eu en sortant de l'hôpital où j'étais déjà traitée, où ça allait mieux. Mais prendre ma douche devenait très difficile. J'étais sous la douche et le fait de me dire que je vais devoir sortir de la douche pour prendre ma serviette était un épuisement, m'épuiser moralement. Donc il faut après prendre tous les actes de la vie quotidienne, les décomposer et se dire non mais c'est pas grave, je vais juste devoir prendre la serviette, je vais pas pour m'essuyer, c'est juste prendre la serviette. Donc je prends sur moi, je fais cet effort pour prendre ma serviette et on décompose au fur et à mesure pour pouvoir faire le moindre geste de la vie quotidienne. Oui, mais alors moi je croyais que bipolarité c'était vraiment les deux extrêmes, c'était tout va bien ou tout va mal, c'est quelqu'un qui était lunatique et qui changeait d'avis. Non, là c'est vraiment, tu me décris un peu le côté dépressif. C'est le côté, c'est cette phase dépressive où tout va mal, on a envie de rien faire, avec un gros pourcentage de tentatives de suicide et de suicide qu'il ne faut pas négliger puisqu'on est quand même 20% de bipolaires à mourir par suicide. Je pense là à une de nos personnes qu'on suit au niveau de l'association, une jeune qui a bientôt 20 ans, qui a été hospitalisée dernièrement pour une tentative de suicide. Et accrochez-vous, à 20 ans, bientôt 20 ans, elle est à sa 24e tentative de suicide. Il y a vraiment des choses à faire, de la sensibilisation à faire à ce niveau-là. Donc là, c'est pour la période où ça va vraiment pas. Ouais. Et ensuite, il y a la période où tout va bien. Pour X raisons, ça va bien, mais là, c'est vraiment la montée où on se croit surpuissant. C'est aussi les risques, les addictions, pas pour tout le monde, les addictions, que ça soit l'alcool, aux drogues. Ça dépend vraiment des personnes, des achats aussi compulsifs. Quand je vous dis, là, c'est vraiment des endettements, des achats de maisons, de voitures, qu'on n'explique pas. Voilà. D'accord, très bien. Ok, donc si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu as une association, c'est ça? Oui, aujourd'hui j'ai une association puisque quand je suis sortie de l'hôpital, on m'a dit, la psychologue m'a conseillé qu'il fallait trouver une association, créer du lien, faire des choses. D'accord, c'était déjà difficile pour moi, mais je me suis renseignée et je dis pas qu'il n'y en a pas, mais je n'ai pas trouvé d'association qui aurait pu m'aider dans le domaine. Je voulais quelque chose dans le domaine de ma pathologie du handicap et notamment du handicap invisible. J'ai trouvé pour tout ce qui est handicap visible, mais rien pour tout ce qui est les pathologies invisibles, d'autant plus que ça englobe énormément de pathologies. Et comme j'ai rien trouvé, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le créer et voir s'il y a un retour, d'où la page Facebook pour voir s'il y a un retour, s'il y a d'autres personnes dans le même cas et voir échanger avec d'autres personnes ayant la même pathologie également. Et quel est le nom de l'association? Handicap solidaire. Ok. Donc, handicap solidaire à retenir sur la page Facebook, qui est toute récente. Tout à fait, une association qui a été déclarée le 26 avril de cette année. D'accord. Et quelles sont les actions que vous avez déjà menées ? Alors, on met en place diverses actions. Bon, c'est vrai qu'ils sortent aussi du cadre du handicap. C'est vrai qu'on ne travaille pas uniquement avec les personnes porteuses de handicap. On fait par exemple ce qui est le don alimentaire. On travaille en collaboration avec la Croix-Rouge pour les colis alimentaires pour les personnes en difficulté. D'autres actions également, on met en place des événements pour briser l'isolement. On a pu constater que quand on est porteur de handicap invisible, on se retrouve un petit peu isolé. Ça ne se voit pas. Quand on nous regarde, on ne voit pas la pathologie, donc les gens ne comprennent pas forcément. Et donc le fait de ne pas être compris, ça renforce notre souffrance de l'isolement. Donc on met en place des événements, notamment on va avoir un événement prochainement sur le port le 27 novembre, avec des groupes de parole également. Oui. Et également ce que j'appelle moi le petit côté loisir, tout ce qui est des séances de massage pour se détendre, des séances de bien-être, et également du conte. On met en avant aussi tout ce qui est les histoires créoles. Pourquoi les histoires créoles? Puisque ça peut être un outil de se rapprocher de sa culture ou utiliser sa culture justement comme moyen de résilience pour pouvoir rebondir après un traumatisme ou avec cette pathologie.
C'est magnifique. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, tu as réalisé aussi un événement en collaboration avec le CEVIF sur un défilé de mode. Tout à fait, c'était à Saint-Denis, le 2 octobre, on a mis en place ce partenariat, justement, et au sein de cet événement, des personnes porteuses de handicap invisibles ont participé pour justement casser un petit peu ce cliché de défilé, de Miss. On est porteur de handicap invisible, on n'est pas un handicap, on a un potentiel, on peut également participer à un défilé, d'autant plus lorsqu'il y a une cause très importante derrière, la violence intrafamiliale notamment. Ok. Aujourd'hui, ça serait quoi le message que tu aurais à passer justement aux Rayonnais, Rayonnaises dans le cadre de ton parcours, de ton expérience, mais également par rapport à ton association? Alors, par rapport à notre association, l'objectif principal, c'est de sensibiliser autour du handicap invisible, parce que moi-même, lorsqu'on parle de handicap, tiens Karine, quand on te dit handicap, tu vois quoi? Tu penses à quoi? Fauteuil roulant. Pareil. Exactement. Moi aussi, je voyais ça, ce fauteuil roulant, notamment ce pictogramme qui représente la personne porteuse de handicap en fauteuil roulant. Et il faut savoir qu'on est 80% de personnes porteuses de handicap concernées par une pathologie invisible, par un handicap invisible. Donc 80%, ce n'est pas rien. Conscient ou inconscient? Handicap reconnu ou pas? Parce que ça se trouve, il y a des gens qui sont pas au courant. Moi, je suis sûre que je connais des gens qui sont pas au courant. Certainement, tout le monde porte, toutes les personnes Bipolaires, porteuses. ou schizophrènes, Exactement, on c'est a pas mal de pathologies qui sont pas déclarées, mais c'est vrai que 80% de personnes porteuses de handicap sont touchées par un handicap invisible. Donc ça fait énormément. Donc au sein de l'association, on souhaiterait sensibiliser par rapport à ça. Et notre objectif dans un second temps, ce serait de créer une friperie, donc un lieu de vente de vêtements d'occasion, Oui. pour favoriser l'intégration des personnes porteuses de handicap invisible. Et pas que ça, créer également un espace de vie, ce qu'on appelle espace de vie. Ce serait un lieu d'échange, de rencontre pour mettre en place des groupes de parole, des activités diverses en fonction des demandes, des besoins des personnes qui vont fréquenter l'association. Et qu'est-ce qui te manque pour faire ça? Ce qui me manque pour faire ça, il me manque déjà un espace de stockage notamment, puisqu'on fait des dons, des collectes d'habits et tout ça, les gens ont énormément participé. Donc, on souhaiterait avoir un local principalement sponsors, sur le aux port. collectivités, aux institutions, aux gens qui ont du pouvoir, avis également aux bailleurs sociaux, avis à toutes les personnes qui peuvent aujourd'hui fournir une solution à Denise, qui est présidente de l'association Handicap Solidaire. Elle a pour projet de mettre en valeur, d'insérer les personnes qui sont atteintes d'un handicap invisible, et elle voudrait créer une friperie. Exactement. Voilà, donc tu as besoin de combien d'espace? Fais une demande concrète, dis tout de suite tout ce que vous avez besoin, dis tout de suite. Alors, j'aime pas dire et chiffrer et dire qu'on a besoin de ça. J'ai presque envie de dire qu'on prend toutes les propositions et on étudie tout ce qu'on nous propose. Très bien. Voilà, on veut vraiment faire ensemble à partir de ce qu'on nous offre, ce qu'on nous propose. Tu as déjà été accueilli par des collectivités, par exemple, dont c'est un tout petit peu la vocation. Enfin, ils sont là un peu pour ça. Oui, on a du monde. On a quand même sollicité la mairie du port, des associations également. On a du monde, mais c'est vrai qu'on commence récemment. Oui. Donc c'est vrai qu'on avance petit à petit. On ne perd pas espoir en tout cas pour que notre demande soit entendue et puis qu'on puisse vraiment mettre en avant le handicap et les personnes porteuses de handicap invisibles. Ok. Justement, si aujourd'hui, il y a même une entreprise ou un particulier, un sponsor qui souhaite vraiment soutenir votre cause, contribuer, alors où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Un contact, une page Facebook ou autre? Oui, tout à l'heure, on disait la page Facebook Handicap Solidaire et il y a également mon numéro de téléphone, si je peux éventuellement le donner. Si tu veux le C'est donner. le 06 92 61 39 38. Le 06 92 61 39 38. De toute façon, vous allez retrouver tout ça sur la publication Facebook. On essaiera de mettre le maximum, ou sinon sur l'émission YouTube, le maximum d'informations. Comme ça, ils vont cliquer directement sur le lien et voilà, tu pourras être au maximum accompagné. En tous les cas, nous, au Cœur des Femmes, on fera en sorte de relayer l'information, de t'accompagner sur tes événements, parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est une démarche très importante. Non seulement j'aime bien le mot de Logan Payette, casse les codes, tu brises les tabous aussi, parce que tu as une expérience, tu viens, tu assumes, le tantine, le madame, il est là, il dit, comme ça, il est bipolaire, il a fait dépression, il a subi ça, en vrac, il dit tout est détacto, et elle est là, elle vous dit, en plus de ça, elle a monté une association pour vous aider aussi.
Donc, je suppose que la vlotte, c'est-à-dire que toi aussi, ça t'aide aujourd'hui de Exactement, le faire. Karine. L'association, finalement, et les gens qui sont proches de moi le savent très bien, l'association est mon outil, moi, de résilience. Puisqu'il faut le dire, et ça me fait presque sourire, il y a quelques mois, la psychologue qui me suit m'a dit Madame, vous m'avez fait peur quand je vous ai vue pour la première fois. J'ai cru une plaisanterie. Et je lui ai même dit Mais docteur, vous plaisantez. La psy sort de métropole, elle avait des patients de métropole. Elle est là à la clinique Le Flamboyant au Port. Elle a aussi des patients. C'était moi, la patiente, il y a un an, qui lui a fait peur. Et c'était pas une plaisanterie. En effet, je lui avais fait peur. Donc, c'est vrai que maintenant, ça me fait sourire de l'entendre ça. Je me revois il y a un an. Une petite revanche personnelle. En effet, exactement. Mais il faut s'émerveiller devant toutes les petites réussites. Exactement. Et je dis souvent à moi-même, je vais pas m'adapter à ma bipolarité. Je demande à ce que la bipolarité s'adapte à moi. Wow. Moi, j'ai mon parcours à faire. Ça, c'est qu'elle s'adapte canon. à ce moment-là. Alors, stop. Allez, vas-y, Juste- achète. Je pense que c'est vraiment cette belle phrase-là, c'est le message de la fin, la conclusion. Si tu pouvais justement répéter ce que tu viens de dire par rapport à ton rapport à la Un moment, il dit bipolarité. bam. Oui, surtout que c'est que cette pathologie justement psychique, donc dès lors que ça touche au mental, c'est pas très joli à C'est dire. tabou, faut pas dire. C'était pas facile à mon premier interview. D'ailleurs, Karine, là, elle dit que j'en parle comme ça. À mon premier interview, qu'on m'a dit mais pourquoi vous avez fait ça? Vous connaissez quelqu'un? Je lui dis vous êtes concerné vous-même? Moi, je dis d'emblée non, je suis pas concernée. Je connais quelqu'un concerné et j'ai raconté mon histoire en parlant de quelqu'un d'autre parce que je pouvais pas. Ensuite, j'ai pris du recul en me disant, mais tu fais quoi là? Non, il faut travailler et accepter ce qui se passe. Bravo. Donc, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas envie de m'adapter à la bipolarité, mais je demande à la bipolarité de m'adapter parce que moi, j'ai mon parcours, j'ai mes objectifs, j'ai mes choses à faire au sein de Super. l'association de manière personnelle, qu'elle s'adapte à moi. Super. Je trouve que c'est une belle conclusion. C'est magnifique. Ouais. Alors, merci beaucoup pour ton intervention qui était fort Pour tout ce que tu enrichissant. es. Ouais. Pour Vraiment. tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, tu es puissante, Denise. Merci à vous, en tout cas, merci. Donc, Et, merci, bravo. Karine. Il est Merci, temps pour Elodie. nous de se quitter. On se retrouve à très bientôt. Vous pouvez nous retrouver, nous suivre sur la page Au Cœur des Femmes, sur YouTube et le jeudi soir, chez vous. Gros bisous à toutes.